Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un grand classique des jardins forêts, à savoir le framboisier. Alors je vais essayer de faire quelque chose le plus complet possible, à mon niveau évidemment. Donc dans cette vidéo je vais vous parler un peu de l'histoire, de la classification, histoire d'être sûr de savoir de quel genre de plante on parle. Ensuite on va parler donc de la plantation, de l'entretien, de la taille, de voilà, comment on gère les cultures, comment on multiplie. Alors peut-être que cette vidéo sera un peu longue, toutes les parties vous intéresseront pas forcément, mais pour ceux qui ne savent pas, dans la barre de défilement juste en dessous, vous allez pouvoir cliquer directement sur le chapitre qui vous intéresse. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Alors on va commencer par un petit peu de botanique pour être sûr de savoir de qui on parle. Donc la framboise fait partie de la famille des rosacées. La famille des rosacées, c'est une famille qui regroupe la plupart des espèces fruitières qu'on a. La pomme, la poire, la prune, la pêche, la cerise, l'abricot. En fait je crois que ça irait presque plus vite de dire quels fruits ne font pas partie de cette famille. Genre le cassis, la groseille, le kaki font pas partie de la famille des rosacées. Ou après quelques exotiques genre le feijoa, l'aziminier. Mais la plupart des arbres fruitiers font partie de cette famille là. Donc il y a plein de genres, tout ce que je viens de vous citer, pomme, poire, prune, cerise, ça c'est des genres différents. Et donc il y a le genre rubus. Le genre rubus c'est le genre des ronces, on en connaît beaucoup de ronces, apparemment les spécialistes en dénombrent pas loin de 1000 voire plus. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup, ça s'hybride dans tous les sens. Et donc dans ce genre rubus, on a le rubus idaeus en latin, donc en français c'est la ronce du mont Ida. Et ça donc c'est la framboise. Le mont Ida c'est en Crète, et c'est un endroit où le dieu Zeus apparemment aurait été élevé par la nymphe Ida. Et la nymphe Ida, un jour, se serait accroché un sein. Alors, on va savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans les framboisiers et les seins nus, mais elle s'est accroché un sein et donc une goutte de sang a coulé sur une framboise et qui est devenue rose. Et c'est depuis ce jour que les framboises sont roses. Avant, elles étaient blanches. D'ailleurs, on en a encore quelques-unes qui sont blanches. Et puis, ben voilà, celles qui sont roses, ben, apparemment, ça viendrait de là. Alors, c'est drôle parce que dans les histoires des origines des plantes, il y a toujours un petit côté, enfin, il y a souvent un côté religieux et puis il y a souvent des histoires de saints. Je ne sais pas si vous connaissez le chardon-marie avec sa feuille veinée de blanc, et le blanc viendrait de la Vierge Marie qui aurait laissé couler de son sein une goutte de lait et qui a teinté la feuille en blanc. Donc si vous aimez les saints, vous pouvez faire une salade de framboise avec une infusion de chardon-marie et vous aurez toute l'histoire des saints qui va avec. Voilà, revenons à quelque chose de plus sérieux. Bon, je dis pas que ça c'est pas sérieux. Donc la framboise, donc Rubus idaeus, c'est une plante ligneuse qui va faire aller entre 1 mètre, peut-être un peu moins pour les plus petites, jusqu'à plus de 2 mètres de haut pour les plus grandes. À tige généralement épineuse, je ne vais pas décrire en détail la plante, je pense que vous la connaissez assez. Le fruit, c'est un amas de petites drupes. Alors une drupe, c'est un fruit charnu avec un noyau à l'intérieur. La pêche, l'abricot, c'est des drupes. Et donc la framboise, c'est un amas de drupes qui n'est pas collé au réceptacle, donc la partie qui tient ces petites drupes. Et c'est comme ça même d'ailleurs qu'on différencie la framboise de la mûre, le fruit de la ronce, à ne pas confondre avec la mûre du mûrier, qui est un arbre qui n'a rien à voir, qui n'est même pas de la même famille. Mais donc entre la mûre et la framboise, si ça reste accroché quand vous récoltez, si ça reste accroché, que le réceptacle vient avec, c'est une mûre. Et si c'est juste les drupes qui se décollent et que vous voyez le petit réceptacle en dessous qui reste sur la plante, là c'est une framboise. Bon, et à côté de ça, on a pas mal d'hybrides entre la mûre et la framboise, qu'on appelle les muroises, les tailleberry, les loganberry, enfin tous ces croisements-là. Donc ça se rapproche pas mal de la ronce et ça pousse surtout comme des ronces, donc je ne vais pas en parler là dans cette vidéo. On va voir maintenant la répartition, l'origine de cette plante, et ça peut être important, enfin c'est intéressant en tout cas de le connaître pour comprendre après de quelle façon on va le cultiver. C'est bien de savoir d'où ça vient pour savoir qu'est-ce qu'on doit lui fournir pour qu'elle pousse bien là où on veut la cultiver. Donc elle vient d'Europe et jusqu'à très loin à l'est de l'Europe, jusqu'à la Chine et au Japon. On la trouve plutôt en basse montagne, voire en montagne jusqu'à 1500 mètres d'altitude, et c'est une plante qui aime bien, alors on en trouve en sous-bois, mais elle aime bien pousser plutôt en lisière, donc elle aime bien les endroits frais, ombragés ou mi-ombragés, plutôt mi-ombragés, et ça explique aussi pourquoi elle aime bien les sols donc frais, acides, très riches en matière organique. Donc si vous voulez la cultiver dans vos jardins, au pied des arbres, plutôt côté sud, qu'elle prenne un peu de lumière, plus ça prendra de soleil, mieux ça sera. Mais en plein soleil, en plein vent, avec du sec et tout ça, elle n'aime pas trop. Donc je disais, au niveau altitude, jusqu'à 1500 mètres, elle supporte le froid. Alors le froid, c'est très rarement un problème. Elle peut supporter jusqu'à moins 30 degrés, donc c'est rarement ça le problème. Par contre, elle a du mal avec le chaud et le sec. Trop chaud, trop sec, elle n'aime pas trop. Heureusement, on en connaît plein de variétés aujourd'hui. Et alors, je vous mets là les noms en sous-titres, parce qu'il y a September qui me parle un petit peu, mais je ne sais plus les autres. Je vous mets en sous-titres les quelques variétés qui se sont adaptées à pousser dans des pays plus méditerranéens et donc qui supportent un peu plus le chaud et le sec.
Allez, voilà pour les origines. Maintenant pour la plantation, c'est une plante vivace, donc elle pousse toute l'année et vous pouvez la planter à n'importe quel moment de l'année. Par contre, si vous la plantez en plein été ou juste avant l'été, il va falloir quand même bien arroser en cours de la saison. Moi j'aime bien quand même dire souvent par rapport aux plantations, on dit c'est l'automne ou au printemps que ça se plante, pas en été. Si vous avez un plant de framboisier dans un pot et que c'est l'été et qu'il faut arroser le pot tous les jours, mettez-le en terre, arrosez-le une fois toutes les 2 semaines, il sera mieux. Donc voilà, ne l'achetez pas en plein été si vous ne l'avez pas, mais par contre si vous l'avez, vous pouvez le planter à n'importe quel moment. Et le meilleur moment c'est donc l'automne, comme ça il va s'enraciner tout l'hiver, ou pendant l'hiver ou au printemps, ça marche aussi. C'est une plante qui va beaucoup s'étaler. Alors là je suis au milieu de ma culture, je vais l'entretenir tout à l'heure, vous la verrez plus propre en fin de vidéo. Là j'ai entendu la vidéo pour le faire, donc voilà, il y en a partout qui poussent là. C'est une plante qui va beaucoup s'étaler, faire des rejets, donc là il y en a partout des rejets autour de moi. Donc si vous la faites en massif ou en ligne, c'est pas la peine de trop les rapprocher puisqu'elle va s'étaler petit à petit. Selon la quantité de plants que vous avez, la ligne, la surface que vous voulez planter, un plant tous les mètres, un petit peu plus, un petit peu moins, ça passe très très bien. Si vous voulez faire plusieurs variétés chez vous, évitez de planter différentes variétés côte à côte pour la simple raison que si un jour vous voulez pouvoir les multiplier, vu qu'elles vont s'étaler et que si elles sont trop proches les unes des autres, elles vont finir par se mélanger et vous ne saurez plus qui est quoi. Donc moi j'ai par exemple des lignes, des buttes, des planches de culture, pas des buttes, et jamais des framboisiers sur 2 lignes côte à côte. Je mets toujours une ligne entre les deux où il y a autre chose, histoire de me dire quand ça va s'élargir et aller pousser, parce que là par exemple moi j'ai une ligne qui pousse derrière moi, celles qui sont sur la ligne devant moi c'est celles de derrière qui ont fini par s'échapper et on en trouve encore dans la ligne d'après, donc au bout d'un moment il faut les arracher pour pas que ça envahisse trop. Donc voilà, faites attention. Les framboisiers sont auto-fertiles, donc il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs variétés différentes pour qu'ils se pollinisent. Par contre la production sera légèrement supérieure si vous avez plusieurs variétés, si la pollinisation est croisée. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux d'avoir plusieurs variétés. Au niveau de la période de floraison, vu que c'est sur une période assez longue, il n'y a pas besoin de faire attention, comme on le dit pour les pommiers et les poiriers, d'avoir différentes variétés qui fleurissent au même moment. La floraison du framboisier est assez longue pour que ça se chevauche forcément, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, on en parlera un petit peu plus loin dans la vidéo, il y a des variétés remontantes et non remontantes qui vont fleurir à différents moments. Si vous avez plusieurs variétés, faites attention d'avoir plusieurs variétés, soit de remontants, soit de non remontants, et pas d'avoir 2 variétés, une de remontant, une de non remontant, histoire d'avoir vraiment des floraisons qui se croisent sur les 2 types. Si vous ne comprenez pas tout pour l'instant, attendez la suite de la vidéo où je vais clarifier ce que c'est la notion de remontant, non remontant. Et donc une fois planté, ce que vous pouvez faire, c'est, vu que c'est des plantes de lisière qui aiment bien les sols riches en matière organique et pas trop compactés, si c'est un sol argileux, essayez de décompacter un petit peu et rajouter de la matière organique, du compost. Et après plantation, c'est très bien d'y mettre au moins une couche de compost en surface et de pailler. Et de pailler avec des feuilles mortes, c'est un petit peu mieux. Vu que c'est une plante de lisière, c'est une plante qui a l'habitude de recevoir les feuilles mortes des arbres, des bois juste à côté. Et c'est plus intéressant pour favoriser le mycélium, favoriser les champignons dans le sol, de pailler avec quelque chose de très carboné comme des feuilles mortes. C'est mieux que de pailler avec de la paille. La paille c'est une graminée et ça va favoriser plutôt l'écosystème sol d'une prairie et nous ce qu'on veut c'est l'écosystème sol d'une lisière ou d'un bois. Donc pailler plutôt avec des matières carbonées, du branchage, du bois mort, des feuilles mortes, voilà, tout ce qui vient de la forêt c'est hyper intéressant pour le framboisier. Voilà, et là on voit quelques framboisiers que je viens de planter sur cette zone, donc il y a un peu de compost en dessous et surtout voilà, beaucoup de feuilles mortes. Par contre, là en ce moment il y a beaucoup de vent, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas ici depuis quelques jours il y a du vent très très fort. Si vous ne voulez pas vous faire avoir comme moi, ça m'est souvent arrivé avec les feuilles mortes, une fois que c'est sec et qu'il y a du vent ça s'envole et puis on arrive il n'y a plus rien. Un petit peu de paille, un petit peu de foin. Alors je disais que c'est pas idéal comme paillage, mais là c'est pas vraiment pour le paillage, c'est plutôt que le foin lui s'envole pas avec le vent. Donc des feuilles mortes en dessous et par dessus juste un peu de foin, vous voyez il n'y a vraiment pas grand chose. Mais le peu qu'il y a là, ça évite que les feuilles en dessous s'envolent. Ensuite, en cours de culture, on parlera de la taille tout à l'heure, mais à chaque fois que vous taillerez tous les déchets de taille, vous laissez sur place. Et ce que vous pouvez faire, si ça ne se fait pas naturellement, c'est tous les ans, ramener un peu de paillage, un peu de feuilles mortes, un peu de compost de temps en temps, et pourquoi pas, pendant l'hiver, une petite poignée par mètre carré de cendre. C'est riche en potasse et ça favorise un peu la fructification. On va voir maintenant l'entretien en cours de culture. On verra qu'il y a différents types de tailles selon qu'ils soient remontants ou non remontants. On va le voir juste après ça, mais on va voir qu'il y a des bases qui vont être similaires quel que soit le type de framboisier. Au niveau de la production, elle va être
importante, elle va être à son niveau optimal au bout de la 3e année généralement. Et ensuite elle va rester stable pendant au moins une dizaine d'années à condition que le sol soit un petit peu nourri, comme je disais, entre chaque culture, un peu de compost, paillage, cendre et compagnie. Voilà. Et puis il faut savoir que généralement le framboise, c'est pas une plante qui reste au même endroit, c'est une plante qui se déplace. Naturellement la forêt évolue, le sous-bois évolue et la framboise, un peu comme la ronce, évolue avec le sous-bois et donc gagne sur des nouvelles parties. Donc naturellement il est censé se déplacer. C'est d'ailleurs exactement ce qui est en train de se placer ici. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Donc si vous voulez que votre culture reste au même endroit, il va falloir nourrir un petit peu. Et puis au bout d'un certain temps, ça peut être bien de le déplacer. Bon après ça va, tous les 10 ans, 12 ans, ça va, c'est pas non plus comme si on devait changer tous les ans. Et ensuite pour la taille, si vous voulez vraiment pas vous compliquer, il faut savoir que la framboise, la partie qui a produit du fruit va mourir ensuite. Et donc il suffit de tailler chaque fois les parties mortes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est par mètre carré garder plus ou moins une dizaine de pouces et garder surtout les plus vigoureuses. Ça c'est de toute façon pour tous les types de plantes, vous gardez toujours le plus vigoureux et ce qui est moins vigoureux, ce qui est un peu plus rachitique, vous taillez, vous laissez par terre et en faisant ça, vous allez avoir une production qui va être pas mal. Maintenant on va voir comment on peut compliquer ça et on va voir ce que sont donc les variétés remontantes et non remontantes. Donc il existe des variétés remontantes et des variétés non remontantes. Ça c'est le terme jardinier, les botanistes eux ils disent unifère ou bifère, ça veut dire la même chose. Et donc voilà, il y a plein de variétés pour chacune. Je vous mets dans les sous-titres une liste de variétés, vous pourrez aussi en trouver pas mal sur Wikipédia, une liste des variétés remontantes et non remontantes. Je vais commencer par le plus simple. Donc celui qui est non remontant, unifère, ça veut dire chaque pousse va ne fleurir qu'une fois dans l'année. Ce qui va se passer c'est que la plante va faire une première année une pousse. Ça marche un petit peu comme les cassissiers groseilliers, enfin, je dirais même pour les non remontants c'est exactement la même chose. Donc première année ça va faire une pousse qui ne va pas produire de fruits. D'ailleurs si vous plantez une première année des framboisiers et que la première année vous avez des pousses avec des fleurs, des pousses sans fleurs, le mieux ça serait de tailler les pousses qui ont des fleurs et de garder que les pousses de la première année qui ne produisent pas de fruits. Ça je sais c'est souvent frustrant, on veut toujours se dire on va quand même goûter les fruits la première année, c'est génial d'avoir une production dès la première année, mais vous allez favoriser l'enracinement de la plante si vous passez à côté de la première production et vous les goûterez que la deuxième année. Bon, si vous voulez les garder, ça marchera quand même, arrosez-les peut-être un peu plus le premier été, mais si vous voulez vraiment favoriser l'enracinement, peut-être si vous avez plusieurs pieds, gardez des fleurs sur un pied et puis taillez les pousses qui fleurissent la première année sur tous les autres. Donc, je reviens au début, la première année ça fait une pousse et la deuxième année, ces pousses vont faire des petites pousses qui elles vont porter des fleurs, vont donner des fruits et à côté de ça la plante va reproduire des nouvelles pousses et c'est celles qui feront des fruits l'année suivante. Donc ces plantes là, à la fin de la première année, dès la fin de l'été, une fois que la première récolte est faite sur les pousses qui ont donné des fruits, vous pouvez déjà dès ce moment là tailler ces pousses. Elles vont finir par sécher, en hiver on voit bien les pousses qui sont sèches et les pousses qui ne sont pas sèches et on va tailler ce qui est sec et garder ce qui n'est pas sec. Comme je disais juste avant, on peut aussi se dire qu'on va garder sur chaque mètre carré une dizaine de pousses, garder les plus vigoureuses et voilà, et comme ça année après année, toutes les pousses qui ont produit on taille tout et les pousses de l'année on garde et là c'est pas trop compliqué. Alors pour les framboisiers non remontants, la seule taille qu'il y a à faire, c'est les pousses qui sont séchées. Donc on le voit assez vite, celles qui sont vivantes. En plus en cette saison, on voit que ça bourgeonne. Si ça ne bourgeonne pas encore, taillez-en une au hasard et vous verrez bien si c'est vert à l'intérieur. Vous pourrez repérer la différence entre les tiges vivantes et mortes. Après une tige morte, elle est grise, ça se voit qu'elle est morte, elle est cassante. Donc celle-là, voilà, on coupe à la base. Il y aurait presque même une technique qui pourrait se faire, c'est si c'est vivant ça casse pas et si c'est mort ça casse. On pourrait sans sécateur juste hop, en cassant les tiges comme ça, tout ce qui est mort, hop, ça casse net et on pourrait juste tailler comme ça à la main et au moins on est sûr qu'on touche que dans du bois mort et on ne va pas abîmer de bois vivant. Quand je dis qu'il faut en garder 10 au mètre carré, voilà, c'est une idée, hein, c'est pas forcément, vous embêtez pas à les compter, quoi, je veux dire. C'est plus ou moins 10 au mètre carré, les plus vigoureuses. Si c'est pas très vigoureux, gardez-en moins. Si c'est très vigoureux, faut essayer d'en garder un peu plus, mais il ne faut pas non plus que ça s'étouffe trop. Alors s'il y en a pour qui ça parle pas trop, quand je dis garder les pousses vigoureuses et de ne pas garder celles qui sont moins vigoureuses, quand c'est gros comme ça tient bien debout, c'est vigoureux. Quand c'est petit, souple, que ça est un peu tout tordu, voilà, ça c'est moins vigoureux. Ça, je réfléchis pas, je taille. Voilà. Au milieu, on en trouve
Voilà, toujours qui sont un peu plus fines comme ça, donc ça on peut les enlever. Après il faut se dire que chaque partie de la plante qu'on supprime, la plante elle va le renouveler, elle va refaire beaucoup de pousses. Plus on en taille, plus la plante elle va en enlever. Par contre si on ne taille rien du tout, elle ne va pas remettre beaucoup de nouvelles pousses et c'est comme ça que le pied va finir par s'épuiser. Alors c'est comme ça que ça se passe naturellement, mais nous l'idée c'est de justement rallonger la vie et augmenter la vigueur par la taille et par là même augmenter la production. Alors pour les variétés remontantes, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est juste que chaque tige va produire 2 fois sur 2 années différentes. Donc on a toujours la pousse de l'année qui va pousser pendant l'année et qui va faire déjà une première production en fin d'année sur son extrémité en septembre, octobre, il me semble, plus ou moins. Si je me trompe, regardez les sous-titres. Mais voilà, je pense que c'est vraiment septembre, octobre. Donc voilà, son extrémité, elle va faire une production et l'extrémité de la pousse va sécher. On pourra tailler l'extrémité des pousses pendant l'hiver. Et cette pousse, l'année suivante, comme pour les variétés non remontantes, va faire des petits rejets un peu plus bas sur la tige qui, elles, vont faire une production en juin, juillet, à la même période que les variétés non remontantes. Et ensuite, en fin d'été, on pourra tailler ces pousses-là qui ont fait leur deuxième production, garder juste les pousses de l'année qui, elles, vont produire en fin d'année. Donc, une fois que la production est lancée, au bout de 2-3 ans, on va avoir une première production en juin, juillet, sur les pousses de l'année passée et une deuxième production en septembre-octobre sur les pousses de l'année. Donc ce n'est pas les mêmes pousses qui vont produire sur la même année, chaque pousse produit sur 2 années différentes, mais sur une année on a 2 productions. Une première production sur les pousses qui ont normalement été taillées l'année dernière et une deuxième production sur les pousses de l'année en fin d'été. Et donc si vous voulez quelque chose de pas trop compliqué pour tailler, vous pouvez tailler que l'hiver. Vous allez tailler les pointes, parce que de toute façon on le voit bien hein, sur les tiges, la partie morte. Sur la pousse de l'année, on verra qu'il n'y a que l'extrémité qui est morte. Et sur les pousses de l'année passée, on verra bien qu'il y a toute la tige qui est morte. Donc vous pouvez ne tailler que l'hiver. Les pointes qui sont mortes, les tiges entières qui sont mortes, garder une dizaine de pouces sur chaque mètre carré, et puis ça peut suffire comme ça. Et donc pour les framboisiers remontants, la taille se fera en 2 étapes. L'étape où on taille les tiges mortes en bas et l'étape où on va tailler les pointes au-dessus. Vous faites dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas d'importance là-dessus. Un petit mot par rapport à la coupe des pointes des framboisiers remontants, où on coupe les parties mortes. Il n'y a pas un endroit précis vraiment où on taille, c'est pas obligé de tailler au-dessus du dernier bourgeon vivant. On peut se dire on taille tout pareil à 70-80 cm de haut, voire un peu plus, un peu moins. Et voilà, si on taille dans une partie qui est encore un peu vivante, c'est pas grave. Moi j'essaye de regarder, de tailler au-dessus du bourgeon le plus vigoureux, de garder quand même ce qui est très vigoureux. Et à partir du moment où on a capté la hauteur, parce qu'ils sont à peu près tous plus ou moins pareils, et bien on les taille tous à cette hauteur là et comme ça hop, on n'a pas besoin de trop y passer de temps non plus. Ça peut aller assez vite. Alors il existe une autre catégorie de plantes un peu moins connues, c'est celles qui ont des productions continues, qui elles vont pas arrêter de fleurir de juin jusqu'à août, septembre, octobre et qui produisent en continu. Je vous mets les quelques noms là, de ces variétés là, mais de toute façon voilà, on taille en hiver juste les parties mortes et au final au niveau de la taille c'est un petit peu comme les remontants, donc il n'y a pas trop de grande différence. Alors après, tailler, pas tailler, certains ne taillent pas du tout. Moi, il y a des zones où je ne les taille pas du tout. Comme je dis, normalement, le framboisier, lui, il se déplace. S'il est trop touffu, trop dense sur certaines parties, ça va bien couvrir le sol et ça va permettre à d'autres plantes de venir et la forêt de gagner du terrain. Mais si on veut rester sur place et qu'on veut garder une bonne production, la taille va quand même aider à ça. On va avoir des plantes qui seront plus vigoureuses, des fruits qui seront plus... Enfin, une production en tout cas de fruits qui sera plus fournie. Et puis surtout, on s'en sortira mieux au niveau du buisson, puisque si on laisse pousser, voilà, il y a vraiment des pousses dans tous les sens, donc bon, on y gagne quand même un petit peu en taillant. Alors si vous vous demandez lesquels choisir, il y a quelques critères qui peuvent être intéressants à prendre en compte. Les gros producteurs qui aiment bien avoir une grosse production et une récolte groupée préfèrent les variétés non remontantes qui vont produire une seule fois à un seul moment dans l'année. Il y a des variétés remontantes qui ont des productions intéressantes aussi et certains producteurs pour celles-là choisissent l'hiver de tout tailler. Et comme ça, tous les ans, on a uniquement la deuxième production qui est en septembre-octobre, qui apparemment est plus fournie que la deuxième production qui vient l'année d'après, plus tôt dans l'année. Donc voilà, on peut choisir comme ça aussi. Il y a un autre critère à prendre en compte de plus en plus, là aujourd'hui, c'est le climat. Il y a les variétés remontantes, elles vont produire
en début d'année, enfin en juillet-août, et une deuxième production en septembre-octobre qui arrive à une période qui souvent est beaucoup plus chaude, beaucoup plus sèche. Et comme je disais, le framboisier, lui, il aime bien les sols un peu frais, un peu humides, et il arrive souvent que pour beaucoup d'espèces fruitières, moi je pense au fraisier qui fait un peu ça aussi, il arrive souvent que la deuxième production et à un moment où le sol est tellement sec, le temps est tellement chaud que la production n'est pas intéressante. Donc on a une première production en début d'année sur les variétés remontantes, on a une première production en début d'année qui n'est pas la plus importante, et puis ensuite une deuxième production qui arrive une période où c'est très sec, c'est pas ouf non plus. Donc dans ces cas-là, autant choisir une variété non remontante qui va faire une première grosse production en début d'année, et on passe à côté de la deuxième production qui serait arrivée à un moment trop sec. Voilà. Par contre, si vous avez un jardin sur lequel vous avez envie d'avoir de quoi picorer un peu toute l'année et puis des zones qui restent un peu fraîches, voilà, choisissez des variétés remontantes, comme ça vous avez des framboises un peu toute l'année. Et si à côté vous avez envie d'avoir un moment de l'année où il y a des grosses récoltes pour pouvoir faire un petit peu de transformation et pouvoir en stocker un petit peu, ben vous pouvez avoir d'un côté des variétés non remontantes qui vont faire une grosse production en début d'année, et à côté de ça, quelques variétés remontantes pour avoir de quoi picorer tout au long de l'année. Alors quelques mots sur le palissage. Moi je le pratique pas beaucoup, mais je vais essayer de vous mettre quelques images et puis de vous faire, de vous le mimer pour que vous compreniez. Mais le framboisier, ça va être une plante qui a des tiges un peu souples et qui a des fois des grosses productions qui font que ça se casse souvent la gueule. Et si on veut que les framboises ne soient pas au sol et que ce soit pratique pour la récolte, ça peut être pratique de palisser. Pour les gens qui font juste des petits massifs, on peut mettre un piquet planté avec des cerceaux attachés ou de la ficelle attachée au piquet, et puis régulièrement dans l'année, il suffit de récupérer toutes les pousses, les centrer autour du piquet et mettre la ficelle autour. Et pour les gens qui cultivent en ligne, moi je trouve ça beaucoup plus simple de faire en ligne et beaucoup plus adapté au jardin forêt pour faire des haies fruitières, et bien il suffit de mettre à chaque bout de la ligne un poteau, de tendre deux ficelles entre ces deux poteaux, enfin deux ficelles qui vont d'un poteau à l'autre, et en cours de culture, d'un poteau, vous détachez la ficelle, voilà, vous la ramenez de l'autre côté, vous faites le tour de vos framboisiers, vous les rabattez vers l'intérieur et vous faites passer la ficelle à l'extérieur. Vous faites ça pour les deux et vous les rabattez comme ça des deux côtés pour que les framboisiers soient bien centrés entre les deux ficelles, et ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu rabattu. Un peu plus évolué, au lieu de mettre un poteau à chaque bout, on peut mettre deux poteaux à chaque bout, avec du coup une ficelle tendue en ligne entre chaque poteau, le long de la zone de culture. Et vous pourrez comme ça attacher, alors j'ai vu qu'il y avait différentes méthodes, une que je trouve moins logique, c'est sur une des deux ficelles, on attache les pousses de l'année, et sur l'autre ficelle, on attache les pousses de l'année d'avant. Comme ça, sur une ficelle, il y a la production, et sur l'autre ficelle, il y a la production de l'année suivante, et on va alterner comme ça une année sur l'autre. L'autre que je trouve plus intéressante, c'est les pousses de l'année passée qui vont produire, c'est celles qu'on attache sur les ficelles. Comme ça on peut faire ça pendant l'hiver, on attache tout sur les ficelles et on laisse pousser au centre les nouvelles pousses de l'année qui elles produiront des fruits l'année suivante. Ça c'est une technique qui marche beaucoup sur les variétés non remontantes. Pour les remontantes, vu que les pousses de l'année vont produire aussi, il va falloir jongler un petit peu pendant l'année. Mais voilà, là pour le coup, vu que moi je ne le fais pas, je ne saurais pas vous en dire plus. Les seuls trucs que j'ai fait certaines années, c'est quand même, moi la technique que je vous disais avant, c'est juste un poteau à chaque bout de la zone de culture. Et puis en cours d'année, quand on voit que ça se casse un petit peu la gueule, il suffit de détacher la ficelle d'un côté, on va la tirer de l'autre côté, on fait le tour de la zone, hop, on tire sur la ficelle et ça rabat tout au milieu. Et comme ça permet de pouvoir circuler quand même tranquillement sur les côtés. Alors un petit mot sur la multiplication, c'est une plante qui est très facile à multiplier, vraiment. J'ai entendu dire qu'on pouvait faire des boutures avec les pousses, j'imagine que c'est possible, hein, toutes les plantes peuvent se bouturer, en théorie. Moi j'ai jamais pratiqué ça parce que de toute façon il y a beaucoup plus simple, c'est une plante qui fait beaucoup de rejets et qui va chercher à s'échapper de la zone où elle pousse. Là comme je disais, moi, de là-bas, elles sont allées à 4-5 mètres de la zone où elles étaient plantées à l'origine. Il suffira tous les ans de surveiller sur les bords de la culture tous les rejets qui veulent s'échapper. Avec une fourche, on va arracher la pousse, on appelle ça un drageon, on va arracher le drageon en faisant en sorte de le prendre assez profond pour qu'il y ait des racines à la base. Et cette plante, voilà, elle a des racines, il suffira d'aller les planter ailleurs. Donc ça, on peut le faire, allez, on va dire mars, avril, en début de saison, en début de pousse, quand on voit ces drageons qui apparaissent. Soit on va les planter directement ailleurs et comme ça on crée de suite une nouvelle zone de culture. Soit on peut les mettre en pot avec un bon terreau, en serre, histoire de vraiment booster la plante au début puisqu'on l'a quand même arrachée de sa racine, donc elle est un peu fragile au début. Donc pour moi c'est une technique que je fais beaucoup en pot avec du bon terreau, ça booste un petit peu et ça permet ensuite d'avoir le temps
à l'automne suivant de définir où est-ce qu'on met les nouvelles zones, ou en cours d'année de partager, distribuer la plante aux copains, ou comme moi quand on est pépiniériste d'avoir des plantes à produire et à multiplier. J'ai mes zones moi de culture et de production et toutes les plantes qui s'échappent, ça me produit les plantes à vendre en pépinière. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout le tour de ce que je peux vous dire moi de cette plante magnifique et délicieuse. On aurait pu parler du côté médicinal des feuilles, des bourgeons, des pousses, tout ça. Voilà, ça pourrait faire encore une autre vidéo, on pourrait faire une vidéo sur la transfo, mais bon, là c'est pas le sujet. En tout cas au niveau connaissance de la plante et culture et entretien et taille et compagnie, je pense que je pourrais pas aller beaucoup plus loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même dans les commentaires. Si vous pensez que ça pourrait servir à d'autres, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo. Et puis si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager, mettre des petits pouces, ça sert aussi. Et puis si vous voulez me soutenir encore un petit peu plus, vous pouvez le faire financièrement en passant soit par la plateforme Tipeee. Et donc un grand énorme merci à tous les tipeurs qui me suivent et qui me permettent de prendre le temps de faire tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner, adhérer à la chaîne YouTube, ça vous donne quelques petits avantages aussi. Voilà, et là la joie du montage fait qu'il y a un décalage horaire. Normalement dans la vidéo vous avez vu je les ai déjà taillés, mais là je ne les ai pas encore fait, donc je vais aller tailler mes pieds de framboise. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!